Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons construire de A à Z un modèle de Deep Learning capable de classifier des images. Nous passerons en revue le code étape par étape, depuis le chargement des données jusqu'à l'évaluation finale des performances de notre réseau de neurones. L'objectif principal de notre projet est de réaliser une interface puissante, capable de prédire 4 types différents d'animaux africains avec une précision globale d'environ 90% à 100%. Et pour aboutir à ce résultat, il faut certainement implémenter des modèles de deep learning. C'est ce qu'on va explorer en détail ensemble dans les étapes suivantes. Dans un premier lieu, nous allons analyser le premier fichier qui est une phase comparative entre différents modèles de deep learning. Nous commençons par l'importation des différentes bibliothèques essentielles comme TensorFlow pour le modèle de deep learning, NumPy pour les calculs numériques, Matplotlib pour les graphiques et Scikit-learn pour les métriques d'évaluation. Nous fixons également les graines aléatoires ou ce qu'on appelle seeds pour garantir que nos résultats soient identiques à chaque fois qu'on lance le code. Puis, on passe au deuxième bloc dans lequel on définit les chemins vers nos dossiers d'images. Train, val, test, entraînement, validation et test. Puis, on passe pour standardiser les images à 224 pixels de longueur et de largeur. On définit par la suite la taille des lots ou ce qu'on appelle batch size à 32 pour standardiser les entrées pour le modèle et optimiser la vitesse d'entraînement. Ici, le chiffre 32 veut dire qu'à chaque itération, le modèle va saisir 32 images aléatoires de notre dossier train. Ensuite, le troisième bloc qui contient la fonction getDatasets. Cette dernière a pour mission de charger automatiquement les images depuis le disque, créer les étiquettes correspondantes et transformer des labels en format one-hot, c'est-à-dire sous forme de vecteurs binaires, pour finalement diviser les données en lots sous différents dossiers intitulés train.ts, val.ts et test.ts. Nous utilisons également les fonctions cache et prefetch pour mettre les données en mémoire tampon, ce qui accélère considérablement l'apprentissage. Pour mieux comprendre ces résultats retournés par la fonction getDatasets, on doit visualiser l'architecture de notre grand dossier dataset qui inclut 3 sous-dossiers, test, entraînement et validation. Donc, on s'intéresse pas pour le moment pour le dossier train qui inclut à son intérieur 4 autres sous-dossiers, buffalo, elephant, rhino et zebra. Donc, c'est pour cela on a 4000 fichiers, c'est-à-dire 4000 images belonging to 4 classes. Chaque sous-dossier est une classe. Buffalo, elephant, rhino, zebra. Donc 4000 fichiers pour le sous-dossier train, 200 fichiers pour le sous-dossier validation et 800 fichiers pour le sous-dossier de test. Pour éviter le surapprentissage, nous définissons une séquence de transformation aléatoire, comme des retournements, des rotations ou des zooms. Cela permet de créer artificiellement de nouvelles variantes de nos images pour rendre le modèle plus robuste. Et c'est ici que nous construisons notre réseau de neurones à l'aide de la fonction build-CNN. Tout d'abord, on normalise les pixels puis on empile des couches de convolution conv de D pour extraire les détails essentiels en passant les images sous différents filtres, ainsi que des couches de pooling max-pooling de D pour réduire la taille des images. Et on termine par des couches denses et une activation softmax pour obtenir la classification finale. Et finalement, on a le dropout pour la régularisation et la réduction d'overfitting. Et à l'aide de la fonction summary, on visualise l'architecture interne du modèle, le nombre de ses paramètres total, ainsi que ses paramètres entraînés et même les paramètres non entraînés. Passons au bloc de compilation et d'entraînement. On y trouve la fonction compile and train, dans laquelle nous configurons le modèle avec l'optimiseur Adam et une fonction de perte categorical cross entropy adaptée à la classification multiple. Ensuite, la fonction fit lance l'entraînement sur plusieurs époques en utilisant nos données d'entraînement et de validation. Et finalement, history vient enregistrer l'évolution des métriques pour les visualiser par la suite. Et à ce niveau, on peut
observer l'entraînement du modèle sous différentes époques. Dans notre cas, on a 64 époques et chaque époque contient 100 itérations. Et une fois les 64 époques sont achevées, on enregistre le modèle entraîné avec les paramètres et les points mis à jour sous un fichier .keras. Car les modèles de Deep Learning prennent beaucoup de temps pour s'entraîner, puisqu'ils contiennent de nombreuses couches et ils sont répétés sous plusieurs époques et itérations, donc ils prennent presque des heures et des heures pour s'entraîner. C'est pour cela il vaut mieux les enregistrer sous des fichiers si jamais on veut les utiliser plus tard. Enfin, ce bloc, avec la fonction Evaluate Model, qui trace les courbes de perte et de précision pour vérifier qu'il n'y a pas de surapprentissage. Il génère également un rapport global et une matrice de confusion tout en calculant à ce niveau le temps d'inférence, c'est-à-dire le temps que fait un modèle pour prédire tous les données incluses dans le sous-dossier test. Tout cela pour pouvoir montrer exactement où le modèle fait des erreurs sur les nouvelles images. Est-ce qu'il est performant en termes de précision globale et de temps de calcul? Pour finalement visualiser les résultats retournés par cette fonction, à savoir le graphe de la fonction de perte qui nous informe s'il y a un surapprentissage ou non, et le graphe de précision globale qui nous montre si le modèle est performant au cours du temps ou non. Ici, ce modèle, pour prédire toutes les données incluses dans le sous-dossier test, il fait environ 9 secondes, avec une précision globale de 91%. Et finalement, la matrice de confusion qui nous montre les différentes erreurs effectuées par ce modèle, etc. Sauf Zebra qui a été prédite correctement. Donc, après avoir testé un modèle simple, nous passons maintenant au transfert learning. L'idée est d'utiliser des modèles très puissants, déjà entraînés sur des millions d'images, et de les adapter à notre petit jeu de données pour gagner en précision et en temps. C'est pour cela on identifie une fonction intitulée Build Transfer Model. C'est une fonction générique qui télécharge un modèle pré-entraîné et gèle ses poids pour conserver son apprentissage initial. Nous ajoutons ensuite nos propres couches de classification à la fin pour adapter ce cerveau existant à nos 4 classes spécifiques. Notre premier candidat est Efficient NetB0. Tout d'abord, nous l'instancions avec sa propre fonction de pré-traitement per process input pour préparer les images correctement. Puis, affichage de son architecture à l'aide de Samurai qui nous permet de visualiser la structure interne et le nombre de paramètres total, entraînés et non entraînés. Ensuite, nous lançons l'apprentissage sur nos données et nous chronométrons la durée exacte du processus à ce niveau avant l'appel de la fonction compile and train. Et ce temps d'entraînement est stocké dans un dictionnaire, ce qui nous servira de point de comparaison pour évaluer l'efficacité du modèle. Et voilà, toujours l'entraînement du modèle sous 64 époques. Et une fois terminé, on peut visualiser le temps d'entraînement effectué par ce modèle. C'est environ 7266 secondes. Toujours après chaque entraînement, on sauvegarde le modèle entraîné sous un fichier .keras pour passer à son évaluation qui nous permet de visualiser les graphes de fonction de perte et celui de l'accuracy. Donc à ce niveau, on observe bien évidemment que la précision est presque stable à 100%, il n'y a pas de surapprentissage. Et le temps d'inférence qui est environ 26 secondes avec une précision globale de 100% et 0 erreur. Ensuite, nous testons le célèbre ResNet50 qui est une architecture plus profonde, c'est environ 50 couches, connue pour ses connexions résiduelles. Comme pour le précédent, nous chargeons le modèle de base et nous lui greffons notre classifieur. Son architecture est toujours visualisée avec Samurai et puis nous l'entraînons avec les mêmes paramètres que les autres. On enregistre le temps d'exécution ainsi, car ces réseaux plus profonds sont souvent plus lourds et plus longs à entraîner que les modèles optimisés. Et à ce niveau, toujours, les étapes d'entraînement du modèle sont visualisées et une fois entraîné, on le sauvegarde sous un fichier .keras et on l'évalue pour visualiser la variation de la valeur de fonction
de perte et celle de l'accuracy. Le temps d'inférence est d'environ 52,92 secondes et l'accuracy globale, c'est 100%. Enfin, nous essayons MobileNet V2, toujours la visualisation de son architecture interne avec Samurai, pour passer à son entraînement avec un chronométrage et une sauvegarde de ses performances. Et une fois terminé, on l'enregistre sous un fichier .keras, toujours. On l'évalue pour visualiser les différentes variations de fonctions de perte et de précision globale. Un temps d'inférence est d'environ 19,40 secondes et une précision globale 100% et toujours zéro erreur. À la fin de cette étape, nous avons entraîné 3 architectures différentes du transfert learning, prêtes à être comparées en termes de vitesse et de précision. C'est ce qu'on visualise à ce niveau, donc le temps d'entraînement diffère bien évidemment d'un modèle à un autre. Et le modèle qui effectue la plus courte durée d'entraînement est MobileNet V2, qui gagne toujours en termes de temps d'entraînement et d'inférence, comme on a déjà visualisé dans les blocs précédents. ResNet 50 est le plus lourd, donc impossible de l'implémenter dans notre application. C'est pour cela que j'ai utilisé EfficientNet V0 et MobileNet V2, car ils sont les plus performants en termes de précision globale, même si MobileNet V2 semble être le plus rapide en termes de temps d'inférence que EfficientNet V0. Passons maintenant à notre deuxième fichier qui contient le code entier de notre application Python. Il est décortiqué à plusieurs étapes pertinentes. Donc, dans un premier temps, toutes les bibliothèques nécessaires sont importées, à savoir Streamlit pour l'interface, TensorFlow pour le modèle, PIL pour l'imagerie, Pandas et Alter pour la visualisation et Utilitaire pour le temps, l'URL et base64, etc. Nous commençons par configurer la page en mode large et injectant du CSS personnalisé. Ce style définit l'identité visuelle de l'application avec une barre latérale en dégradé, des cartes de métrique modernes et une police d'écriture. J'ai oublié de mentionner que st.setPageConfig définit le titre, l'icône, le layout et l'état initial de la slide bar. Cela configure l'interface utilisateur avant tout affichage. Puis, on arrive à la partie gestion de l'état et constante, dans laquelle nous définissons la taille d'image, les classes d'animaux, couleurs et des descriptions d'animaux en utilisant un dictionnaire. Donc, ces variables servent pour l'affichage des résultats, le mapping des labels et la génération des rapports qu'on va visualiser concrètement dans l'interface. Ici, nous initialisons les variables de session ou session state pour conserver l'historique des prédictions et les actions de l'utilisateur entre chaque rechargement. Nous trouvons ainsi ces deux fonctions qui définissent la source d'image, est-ce que via un fichier local ou via un URL. Pour passer aux fonctions cœur qui sont très essentielles dans notre procédure, à savoir la fonction loadModel_Cached qui a pour mission le chargement des modèles mis en cache pour optimiser la vitesse et le pré-traitement des images. Puis preprocessImage qui redimensionne et convertit les images en 224 pixels en largeur et en longueur pour qu'elles soient compatibles avec nos réseaux de neurones. CountImagesInDataset, il compte les images par classe et section, en passant par les sous-dossiers train, test et validation. Ensuite, ImageToBase64 qui convertit une image en base64 pour les rapports HTML. Et finalement, la fonction la plus cruciale qui est SaveImageToTrain, utilisée pour l'amélioration continue. Il permet d'ajouter une nouvelle image au dataset d'entraînement. En effet, il calcule une signature numérique, hash, de l'image pour empêcher la création de doublons avant de l'enregistrer sur le disque. Et à ce niveau, nous construisons la barre latérale, qui sert de menu principal. En effet, il permet à l'utilisateur de naviguer fluidement entre le tableau de bord d'analyse, les statistiques du dataset, la galerie de maintenance et le laboratoire de test. Sur la page principale, tableau de bord et analyse, nous affichons 4 indicateurs clés de performance, ou ce qu'on appelle KPI, qui se mettent à jour dynamiquement. Donc, ce sont le nombre d'images analysées, la précision théorique du modèle actif, le temps d'inférence moyen et le nombre de classes.
Ensuite, on trouve l'interface d'inférence qui est la zone d'interaction principale dans laquelle l'utilisateur peut importer un fichier ou coller un URL. Le code, par la suite, charge l'image, lance la prédiction avec le modèle choisi et affiche le résultat instantanément à l'écran. On aperçoit ainsi une partie de génération de rapports. En effet, une fois l'analyse terminée, ce segment génère un rapport HTML complet incluant l'image et les détails de classification. On visualise également une boucle de rétroaction qui est utile dans le cas de téléchargement d'une nouvelle image qui n'existe pas dans notre dossier dataset et spécifiquement dans le sous-dossier train. À ce moment, ces boutons permettent d'ajouter cette image analysée au sous-dossier d'entraînement en lui associant un nom unique. Ensuite, la répartition du dataset dans laquelle on fait appel à la librairie Alter pour tracer des graphiques interactifs montrant la répartition des différentes classes. Arrivons à la deuxième page de la barre latérale, information dataset, et comme son nom l'indique, il comprend toutes les informations détaillées du dossier dataset. Il nous permet même de visualiser une distribution des images par classe avec un tableau de données et des exemples visuels de Rhino, Buffalo, Elephant et Zebra. Et on saute vers la section Galerie et maintenance qui permet à l'administrateur de visualiser le contenu réel du dataset train et de supprimer manuellement les images de mauvaise qualité ou mal classées. Enfin, le labo de robustesse qui nous permet de modifier artificiellement une image en lui appliquant divers effets, à titre d'exemple la luminosité, le flot de mouvement, le bruit, etc., afin de tester la fiabilité de l'IA dans des conditions dégradées. Donc, il joue un rôle du test de fiabilité ou du test de stress. J'ai oublié de mentionner que la fonction load model cached, il permet de charger en mémoire les fichiers .keras qui contiennent les modèles déjà pré-entraînés dans le fichier précédent. Et avant de clôturer, nous allons prouver que notre projet a atteint son objectif, car finalement, nous pouvons consulter l'interface de notre application WildScan, capable de classifier justement les 4 classes d'animaux africains. Et avant de commencer l'expérience, WildScan AI Pro a un message pour vous. Explorez, découvrez et amusez-vous tout en apprenant sur les animaux sauvages africains. Prenez votre temps pour naviguer et profiter de l'expérience. Et voilà, notre expérience débute. Et dans un premier temps, nous visualisons à ce niveau les différents coefficients de performance, comme l'image analysée qui permet de compter le nombre d'images prédites dans le poste classification, précision modèle, temps d'inférence moyen et les classes. Juste au-dessous, on trouve une répartition dataset actuelle qui nous permet de jeter un coup d'œil sur le nombre d'images par classe. Juste à gauche, on a le poste classification qui nous permet de télécharger une image depuis un fichier local ou via un URL. On peut ainsi choisir le modèle avec lequel on souhaite prédire. Et dès qu'on choisit le modèle, le temps d'inférence automatiquement affiche le temps associé à ce dernier. On va faire un essai. Par exemple, on va essayer de prédire cette image. Donc, le modèle actif est MobileNet V2. Donc, le résultat détecté par ce modèle est Elephant. On peut télécharger le rapport par la suite. Voilà notre rapport. Juste à droite, cette barre nous permet d'enregistrer le carnet de terrain sous format PDF. On enregistre. À ce niveau, vous pouvez choisir le chemin dans lequel vous souhaitez enregistrer votre rapport. Moi, j'ai déjà un rapport sous le même nom, donc il va me demander de le remplacer. Tout simplement, je le remplace et voici votre carnet de terrain. Juste au-dessous, on a le bloc ajouté au dataset. Et comme je l'ai déjà expliqué dans le code, ce bloc nous permet d'ajouter une nouvelle image dans le sous-dossier d'entraînement du dataset. Mais cette image est déjà existante dans le dataset. Voilà. Il m'affiche un message d'erreur qui m'informe que l'image est déjà existante dans le dataset sous ce titre. Et il évite de créer les doublons.
Et nous pouvons aussi remarquer que le compteur d'images est incrémenté de 1. Maintenant, on va essayer de télécharger une image depuis son URL. Voilà, on peut télécharger celle-ci. Et on colle son lien juste dans la barre associée. Voilà. Il nous affiche l'image et il lance la prédiction par le modèle actif. Voilà, Zebra. On peut changer le modèle. Et le résultat est toujours Zebra. Et dans ce cas, si j'essaye d'enregistrer cette image sous le dossier d'entraînement, il va bien évidemment s'enregistrer car c'est une nouvelle image. Voilà un message de succès qui nous informe que l'image a été bien ajoutée dans le sous-dossier d'entraînement. Voilà. Et nous pouvons encore remarquer que le compteur d'images s'incrémente de 1 à chaque fois le poste de classification prédit une nouvelle image. Dans la répartition du dataset, on va remarquer que le nombre d'images au niveau de Zebra est incrémenté de 1. Et si je me navigue vers la deuxième page qui est information sur le dataset, on trouve un tableau récapitulatif des différents data existant dans notre dossier dataset. Donc, les différentes classes, les images dans le sous-dossier train, dans le sous-dossier test, validation et le total par classe. Et nous remarquons bien évidemment que la classe Zebra dans le sous-dossier train a été incrémentée d'un 1. Juste à droite, on a les métadonnées. Donc, la source de notre base de données était Kaggle, sous des réserves naturelles, le format de l'image, le pré-traitement effectué pour les images, ainsi que l'augmentation. Et finalement, nous trouvons des aperçus des différentes classes Buffalo, Elephant, Rhino, Zebra, existant déjà dans le dataset. Déplaçons-nous vers la galerie et maintenance. Je vais essayer de lister les images de Zebra existant dans le sous-dossier train. Donc, je peux essayer de supprimer l'image que j'ai ajoutée auparavant. Voilà un message de succès qui nous informe que l'image a été bien évidemment supprimée. Voilà, il peut prendre un peu de temps pour disparaître. Et on revient vers notre nombre total d'images précédent. Nous explorons en dernier temps le laboratoire de robustesse. Voilà. On va télécharger une image pour commencer le test. Par exemple, je vais télécharger un Buffalo. Celle-ci, par exemple. Et voilà. Donc, ce simulateur permet de tester les modèles sur des images altérées par des paramètres de simulation, à savoir luminosité, flou de mouvement, bruit, etc. Et le résultat est affiché juste à droite avec une valeur de confiance et un statut robuste, incertain ou échec. Juste au-dessous, on visualise un graphe des probabilités par classe pour évaluer la robustesse du modèle. Donc, on peut par exemple varier ces paramètres pour rendre l'image un peu plus difficile à prédire. Mais on trouve que la confiance est toujours 100%. On ajoute un bruit. Donc, la confiance est diminuée légèrement, mais toujours le statut reste robuste. Donc, on varie encore. Et voilà, maintenant, on remarque bien évidemment que la confiance a diminué et le modèle devient incertain dans sa prédiction. Et il a déjà mal prédit l'image. Il nous dit qu'il s'agit d'un éléphant. Juste au-dessous, nous visualisons que la valeur de probabilité de Buffalo a diminué
Elephant a augmenté jusqu'à 0,8. Et même Rhino et Zebra commencent à s'apparaître en jeu. À ce niveau, on peut conclure que même un modèle de deep learning peut mal prédire une image, si celle-ci devient modifiée ou difficile à prédire d'une part, et d'autre part si ce modèle n'a jamais été entraîné sur ce type d'image obtenue après la simulation. Et à ce moment, nous arrivons vers la fin de notre vidéo et je vous remercie très fort pour votre attention.